Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur cet espace des Mardis de l'Info, qui ne prennent pas de vacances ou qui prennent leur quartier d'été, avec un invité unique ce soir, Marc-Alexandre. Bonjour. Bonjour. On vous connaît bien, Marc-Alexandre, les capitaines Alexandre. On a slamé sur la Lune, on en reparlera tout à l'heure. Et puis surtout, vous avez édité un livre, c'était l'an dernier déjà, il est sorti en 2014, Le Champ des Possibles. Le Champ des Possibles aux éditions La Cheminante, on en dira sans doute un mot. C'est un recueil, c'est un livre de poésie. Il sera beaucoup question de poésie tout à l'heure. Un peu particulier, on va en parler aussi, puisque je note que vous mettez les points sur les i, mais les points tendus en signe de lutte, c'est très important. Alors, avant d'aller plus loin, et puis vous venez d'obtenir le prix Verlaine, c'est ça l'actualité? Oui, c'est le prix Verlaine. On va expliquer tout à l'heure. En tout cas, à l'heure où nous enregistrons cet entretien, nous sommes le mardi 7 juillet, il y a 48 heures, presque heure pour heure, le peuple grec s'est très largement prononcé contre les mesures d'austérité que l'Europe voulait à nouveau lui imposer. Avant-hier, on le vouait aux gémonies, c'était les responsables politiques européens, c'était aussi une bonne partie de la sphère médiatique, de ce qu'on appelle la sphère médiatique, qui vouait le peuple grec aux gémonies. Si jamais ils votaient non, qu'est-ce qu'ils allaient entendre, qu'est-ce qu'ils allaient subir? C'était forcément la sortie de l'euro, c'était la sortie de l'Europe. Aujourd'hui, le peuple grec a voté non, à un peu plus de 60%, et les mêmes ne le vouent plus aux gémonies, mais se méfient en disant mais que veulent-ils ces Grecs? Est-ce qu'ils veulent rester ou non en Europe? On va bien voir les développements. Avant d'aller plus loin, Marc-Alexandre, vous êtes un combattant des possibles. Qu'est-ce que vous pensez de comment analysez-vous cette actualité grecque et européenne? Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez... il y a un pied de nez à l'histoire. Disons que la Grèce a réinventé un peu la démocratie, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et je trouve que c'est intéressant, de ce point de vue-là, que le peuple grec puisse donner cette leçon à des bureaucrates, à des politiques qui quelquefois pensent le monde mais semblent vivre totalement en dehors. Et après, voilà, il y a des prévisions, tout le monde dit que le pire est à venir, mais on leur avait déjà promis le pire avant s'ils votaient non. Donc là, on verra bien de quel pire on parle. Mais je crois en tout cas dans la prise de position et dans la formulation de leurs revendications à vivre dignement. Il y a quelque chose de fort et un message aux autres peuples en fait, qui sont en lutte. Et je pense notamment à des peuples en Afrique qui quelquefois aussi ont la parole confisquée et qui se battent aujourd'hui pour faire valoir des droits aussi simples que celui de vivre et respirer à l'air libre et de manière digne. Donc voilà, je trouve que c'est un message fort à l'Europe. Mais au-delà de l'Europe, il y a vraiment un souffle de démocratie. Et encore une fois, je parle de la partie dans la démocratie qui consiste à donner au peuple le droit, même pas à donner, en tout cas que les peuples prennent le droit à disposer d'eux-mêmes. Et au moins à reconnaître ce droit. Oui, c'est ça. Votre nom, c'est Marc-Alexandre Obambé, vous êtes d'origine camerounaise, en France depuis à peu près 20 ans. 20 ans. Vous êtes donc l'une des chevilles ouvrières du collectif On a slamé sur la Lune, et votre nom de scène, c'est Capitaine Alexandre. Capitaine Alexandre, c'était le nom de guerre de René Char. Oui, c'est un hommage à René Char, entre autres, mon pseudo est un hommage à René Char qui compte parmi mes professeurs d'espérance. Et la petite anecdote, c'est qu'à 16 ans, j'ai découvert la poésie de René Char et une phrase, un vers qui m'accompagne depuis l'âge de 16 ans. Ma mère était prof de français et de lettres et elle m'avait donné un texte comme ça à lire pour le plaisir. Et ce texte-là m'accompagne encore aujourd'hui, c'est un de mes livres de chevet. Et il est signé de René Char et c'est cette phrase, c'est tu es pressé d'écrire comme si tu étais en retard sur la vie. S'il en est ainsi, fais cortège à tes sources, hâte-toi de transmettre ta part de merveilleux, de rébellion, de bienfaisance. Voilà, quand on dit ça à 16 ans, on est bouleversé, et on ne sait pas pourquoi on est bouleversé, mais on sait que la vie ne sera plus jamais exactement la même. En tout cas, c'est comme ça que les choses se sont passées pour moi. Et René Char m'accompagne depuis l'âge de 16 ans. Et René Char était résistant, d'où ce nom?
capitaine Alexandre. Oui, il y a cet hommage donc, à René Char par rapport à la résistance, à la poésie engagée, la poésie engageante aussi, la poésie militante. Donc il y a l'hommage à René Char, mais mon pseudo est un hommage aussi à un autre homme, un résistant aussi, Nelson Mandela, Oui. qui lisait en prison un poème magnifique qui se terminait par « Je suis le maître de mon destin, le capitaine de mon âme ». Et c'est un poème qui a accompagné Mandela pendant 27 années et 190 jours en prison. Et par mon pseudonyme, je rends hommage aussi à Mandela. Il y a cette idée-là, effectivement, d'essayer, contre vents et marées, d'être le capitaine de son âme et le maître de son destin. Chose loin d'être aisée, mais voilà, ça fait partie aussi de la résistance, d'essayer en tout cas d'être le maître de mon destin et le capitaine de mon âme. Votre résistance, c'est quoi? Si j'ouvre votre livre, dans les premières pages, je trouve sous votre plume donc plusieurs mots-clés: discrimination, égalité, avec à chaque fois une définition, je ne me lasse pas tout lire, originale, résister, être enclin au désordre, liberté, principe désuet, piétiné par les hommes qui ont dévoré les utopies, je ne donne que des extraits, peuple, on en parlait tout à l'heure du peuple, toi, moi, lui, il, elle, eux, vous, nous, ils, enfin, tous ceux et celles qui croient. Et puis une dernière, encore une définition, peut-être pas une dernière, enfant, être ange à l'innocence fragile. Votre fils s'appelle Ange Alexandre. Me semble-t-il. Je suis à Rome, dites-vous, à Rome, R-O-M. Allez, allons leur dire Rome pour résistants d'outre-mer. Alors, il faut nous en dire plus. Ce texte-là est un texte qui ouvre le livre et qui est dédié à Frantz Fanon, qui ne cherche à rien d'autre en l'homme que l'homme. Et Frantz Fanon est né martiniquais, il est mort algérien. Voilà, c'est juste ça, c'est une trajectoire de vie, une trajectoire de résistance, et quelqu'un qui dit qu'il ne recherche que l'homme et l'humanité, en fait. Voilà, et qui allait se battre aux côtés des Algériens, qui a quitté son propre combat de la négritude et d'autres combats qu'il aurait pu épouser de manière naturelle, on va dire, par la couleur de peau ou par l'origine culturelle, et qui se retrouve en Algérie pour continuer un combat contre la colonisation. Voilà, et j'embrasse l'humanité partout où elle se trouve. Et ce texte-là parle de ça, et ces définitions-là ne parlent que de ça. Et le peuple, comme vous venez de le dire, c'est voilà, c'est nous, c'est moi, c'est toi, c'est lui, c'est elle, c'est voilà, c'est tous ceux et celles qui croient qu'on peut peut-être vivre ensemble. Oui, alors on parlait de vos combats d'aujourd'hui, on parlait de René Char également. René Char, à la fin de la guerre, je dirais même, oui, on est aux alentours des années 50, a perdu beaucoup de ses illusions. Il est très, très pessimiste sur la politique, notamment, que ce soit la politique intérieure, qu'il s'agisse de politique internationale. Il s'est rapproché de Camus. Et vous, alors, vous êtes plutôt Camus, sartrien? Comment il faut vous situer dans ce combat? Parce que quand on vous voit sur scène, c'est quand même très offensif. Oui, parce que je pense qu'il y a un moment donné, il faut prendre sa part, en fait. Il faut prendre sa part, alors avec les moyens qu'on a. Moi, j'ai la chance d'avoir une tribune de temps en temps et d'être invité à m'exprimer avec un micro entre les mains. Et donc, effectivement, oui, pour moi, écrire de la poésie, c'est prendre parti et avoir envie de participer à la marche du monde dans lequel on vit. Ça a toujours été ça. Donc, quand j'ai commencé à écrire, il y avait cette idée-là de prendre la parole. Et peut-être qu'on va revenir à un autre de mes professeurs d'espérance, Aimé Césaire, être une voix pour d'autres qui ne l'ont pas, cette voix. Donc voilà, il y a toujours eu ça de manière très forte, très ancrée chez moi. Et Camus, oui, je pense que je serais plus du côté de Camus, de la révolte. La révolté. Oui, ça me définit bien. Et d'ailleurs, dans les définitions que vous avez eues, il y a cette idée-là aussi, être un homme, c'est essayer de garder le goût des autres et résister à l'indifférence au monde. Et si on n'est pas indifférent au monde, on ne peut qu'être un homme révolté. Cette parole, vous essayez de la porter dans les écoles. Alors, on va essayer de développer ça, mais avant il y a eu le mois de janvier, il y a eu Charlie, les attentats, et pas seulement les attentats contre Charlie Hebdo, il y a aussi les attentats et les meurtres contre les personnes de cette hypercachère.
Il y a eu une très forte mobilisation, c'est le moins qu'on puisse dire, dans les rues, partout en France et même en Europe. Il y a eu deux types de mobilisations. Il y a eu les mobilisations, telles qu'on les a vues ici à Lille, et puis il y a eu celles que l'on a vues à Paris, avec des dictateurs qui marchaient au premier rang. Mais les gens se sont très vite mobilisés pour dire non à ces horreurs. 6 mois après, que faut-il en penser? Qu'en reste-t-il? Je ne sais pas si on peut déjà dresser un bilan de tout ça. Ce qui est certain, c'est que ça a montré un visage de la France que moi, j'avais jamais vu, moi qui vis ici depuis 20 ans. Et après, toute la passion et la pression dans les débats qui ont suivi les attentats a montré encore un autre visage de cette même France qui était descendue dans la rue. Moi, ça m'a inspiré des mots et puis surtout des envies de parler aux jeunes, d'aller dans des écoles, d'animer des ateliers d'écriture, mais surtout de réflexion sur la société dans laquelle on vit. Et de ces ateliers, voilà, une parole libre de jeunes qui se questionnent, qui interpellent les adultes que nous sommes et qui nous demandent comment se situer par rapport à tout ça. On parlait de liberté d'expression. Je me souviens de jeunes que j'ai rencontrés moi en collège et lycée qui s'étaient fait exclure parce qu'ils avaient dit « je ne suis pas Charlie ». On ne leur avait pas laissé le temps de s'expliquer, de dire pourquoi ils n'étaient pas Charlie. Ils avaient été exclus alors que le combat qui était mené était celui de la liberté d'expression. Il y a de quoi ne pas savoir finalement, ne plus rien comprendre du tout. Ben, quand je m'exprime, je suis exclu. Et en même temps, on me dit que je devrais adhérer à un mouvement qui milite pour la liberté d'expression. Moi, j'ai eu des jeunes qui étaient perdus, qui m'ont dit ben, vous nous demandez de prendre la parole, d'être au monde, et en fait, quand on la prend, ben, on se retrouve sanctionné. Alors nous, on ne comprend pas. Et donc, j'ai commencé un essai qui commence par être ou ne pas être Charlie. Là n'est pas la question. Il s'agit d'être soi-même et en relation avec les autres. Et les ateliers consistent à ça, à parler aux jeunes et à leur dire, voilà, soyez vous-même et en relation avec les autres. C'est le seul moyen que nous avons, il n'y en a pas d'autre, pour essayer de vivre ensemble et pas de vivre semblant, pas de vivre en faisant semblant d'être ensemble. Parce qu'une partie des manifestations, c'était aussi ça, c'était tout le monde dans la rue, mais tout le monde de toutes les convictions. Il y avait des racistes dans la rue, il y avait des militants antiracistes dans la rue, il y avait... alors c'est bien, tout le monde était ensemble dans la rue, mais est-ce que ces gens-là sont capables de s'asseoir après la table de la fraternité pour échanger? Je n'en suis pas sûr. Et moi, ce que je disais donc à ces jeunes gens qui m'accueillent dans leur classe, et d'ailleurs je vais continuer à le faire à la rentrée avec l'Académie de Paris dans un certain nombre de lycées, c'est être ou ne pas être Charlie, on s'en fout ça. Soyez vous-même et en relation avec les autres. Et j'ai eu la chance de pouvoir accueillir des jeunes à la Sorbonne au printemps dernier, qui venaient du Liban, du Maroc, de Jordanie, de Paris et d'Espagne, et qui se sont retrouvés pour parler de ça, des événements de janvier, et de comment chacun, dans sa culture, avait reçu ça grâce à la mission laïque française auprès de laquelle j'interviens depuis quelques temps maintenant. Donc on a réuni tous ces élèves-là à la Sorbonne, et ils ont échangé là-dessus, ils ont parlé, et ils voyaient bien qu'ils avaient des différences, et c'était pas très grave qu'ils aient des différences, au contraire, ça les enrichissait, et ça permettait d'avoir un vrai débat, et ça ne les a pas empêchés de se parler. Et c'est ça, en fait, le vrai défi est là, c'est comment est-ce qu'on arrive à se parler malgré nos différences, à se parler. Parce que finalement, quand on n'a plus les mots, c'est là que la violence arrive. Et tout l'enjeu, là, c'est de parler, d'essayer de se parler. Parler avec des jeunes et des enfants, c'est plus facile que de parler avec des adultes. Je pense, je laisse répondre d'abord, je préciserai après. Je ne sais pas si c'est plus facile. Mais sur ces thèmes-là, bien évidemment. Oui, bien sûr. Je ne sais pas si c'est plus facile parce que quand on est en construction, on a des réactions adolescentes, incandescentes. On peut aussi être dans un repli total. Je m'enferme dans ce que je pense et puis il y a un peu de rébellion là-dedans. J'ai pas envie d'écouter l'adulte qui me parle. Et en même temps, je trouve que la manière dont on peut amener le sujet, dont on peut amener le débat, peut changer un regard, peut amener à croiser des opinions, des convictions. Et non, je ne dirais pas que c'est plus facile, c'est différent.
c'est différent. Il y a une approche qui est totalement différente. Quand je me retrouve à discuter avec des adultes sur ces questions-là, on arrive chacun avec armé de ses convictions. Parfois, on va vers la polémique. Mais ça, c'est surtout le jeu des adultes. Ça. Et moi, je n'ai pas ressenti ça du tout chez les jeunes. Voilà. Il n'y avait pas cet il n'y a pas cet a priori-là. On écoute, on est convaincu, pas convaincu, on échange, on partage, on cherche à comprendre, on cherche à se comprendre et à comprendre pourquoi on est en réaction par rapport aux choses. Les adultes, il y a d'autres enjeux déjà. Il y a des enjeux de pouvoir, il y a des enjeux Bon, il y a d'autres choses en tout cas qui se jouent dans les discussions entre adultes, entre journalistes ou entre politiques, puisque finalement les adultes arrivent aussi armés de leur idéologie, et quelquefois l'idéologie est plus forte que le reste. On reste là sur ce en quoi on croit, et on n'a pas envie d'être dans la compréhension mutuelle. Alors je posais cette question parce qu'à votre place, il aurait pu y avoir quelqu'un d'autre qui écrit également, mais pas tout à fait avec votre style. Je pense à Emmanuel Todd, que nous avions invité. Il n'a pas pu venir au dernier moment, c'est peut-être partie remise. Mais pourquoi Emmanuel Todd? Parce qu'il a sorti ce livre Qui est Charlie, où il donne un avis, une opinion sur le public qui s'est mobilisé en janvier. Et alors il s'est passé un phénomène curieux, et j'aimerais bien que vous réagissiez là-dessus. Dans un premier temps, ce livre, avant même d'être distribué en librairie, est critiqué négativement par de nombreux journalistes dont c'est le métier d'en parler, puisqu'ils le reçoivent quelques semaines avant. Et ils vont l'inviter. Je pense par exemple à une radio publique comme France Inter, qui invite dans sa matinale Emmanuel Todd, et qui, durant, je ne sais plus, une demi-heure, trois quarts d'heure, n'aura de cesse que de l'empêcher de parler, justement. Finalement, Emmanuel Todd s'en va en disant « vous ne devriez pas vous limiter à lire l'introduction de mon livre ». Qu'est-ce que vous pensez de cette façon de faire? Depuis le temps que l'on combat, et quand je dis « on », c'est une catégorie de personnes, de journalistes, d'intellectuels, ce que l'on appelle la pensée unique. Est-ce que la pensée unique ne s'est pas justement complètement retournée? Est-ce que la pensée unique d'hier n'est pas justement l'apanage de ceux qui disent qu'il ne faut pas de pensée unique? Je pense qu'il y a... Après ça, c'est la médiasphère aussi qui a beaucoup changé. Et moi, je le vois, puisque je suis chroniqueur média aussi, à côté de mon travail d'artisan politique. Et je le vois bien. Moi, j'ai ressenti un peu la même chose, parce que cette émission dont vous parlez, je l'ai écoutée aussi, et il y avait cette idée, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai ressenti en tant qu'auditeur, qu'il fallait se faire Emmanuel Todd en fait. Voilà, il fallait pour parler de manière triviale, il fallait se payer Emmanuel Todd. On l'avait invité pour ça. En gros, il fallait sortir de là, après quelques joutes et pouvoirs, dans les dîners en ville, dire voilà, vous avez vu ce que je lui ai mis à Emmanuel Todd. Voilà. Moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti, et malheureusement, beaucoup d'interviews se passent comme ça aujourd'hui. Dès qu'on n'est pas d'accord avec alors une personnalité, quelle qu'elle soit, il faut que ce soit polémique, et il faut qu'il y ait du sang, en gros, parce que c'est ça qui fait du buzz, c'est ça qui... Il y a quelque chose de très très bizarre, de très étrange dans la façon dont aujourd'hui le traitement de l'information, de l'actualité est fait, parce qu'effectivement il faut sans cesse faire réagir les internautes. Et qu'est-ce qui fait réagir les internautes? C'est, enfin les internautes ou le public de manière générale, c'est qu'il y ait un petit peu de sang, qu'il y ait c'est ce qu'on fait plus en plus. Voilà, mais c'est exactement ça. Et je trouve que, et je suis pas certain que le journalisme sorte grandi de ça. Au contraire, et cette pensée unique dont vous parlez, oui, oui, il y a quelque chose de très insidieux qui se passe, et je crois que les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est en train de détruire des métiers qui sont des métiers honorables, et parce qu'aujourd'hui les enjeux du journalisme ne sont plus la société ou l'actualité, mais le journalisme lui-même. Comme pour l'art, pour certains artistes, l'enjeu de l'art n'est plus le monde, mais l'art lui-même. Et je trouve que ça ne grandit pas, ces disciplines-là, qui sont censées nous élever. Et quand on assiste à des émissions comme celle-là, en radio ou en télé,
je ne suis pas certain qu'on s'élève beaucoup en fait. Voilà. Est-ce que justement cette catastrophe de janvier, ces attentats de janvier, n'ont pas contribué à accélérer ces événements? Ça serait sans doute arrivé, je ne parle pas de la catastrophe, je parle de cette tournure d'esprit, mais là peut-être que ça donne le moyen d'aller encore plus loin dans cet enfermement. L'intellectuel et l'homme épris de liberté que vous êtes a certainement réagi aussi à toutes ces lois et à tous ces projets qui sont nés des événements Charlie Hebdo. Oui, ça après, ça c'est les politiques, mais les politiques se nourrissent de ce genre d'événements pour asseoir. Ils sont bien relayés par les médias aussi. Oui, ils sont relayés par les médias, mais finalement, là, c'est les politiques qui sont en première ligne, si on peut dire, et qui se nourrissent de ce type d'événement-là pour la tentation, le tout sécuritaire. Les médias, après, relaient les infos. Quelques-uns se sont insurgés contre, je pense notamment à Mediapart, qui a livré un certain nombre de papiers pour alerter. Mais ce n'est pas la première fois, Mediapart et d'autres, hein. D'ailleurs je suis Mediapart parce que c'est les premiers articles qui me reviennent en mémoire là. Mais je pense qu'effectivement ce type d'événement nourrit, dans tous les pays du monde, nourrit la tentation du tout sécuritaire, en sachant bien et pertinemment qu'il n'y a pas de risque zéro et qu'au contraire on va aller vers des abus. Je pense qu'ils ne sont pas dupes de ça et qu'il y aura certainement des abus, des gens qui sont écoutés juste parce qu'ils sont un peu dangereux, un peu subversifs, et sans que c'est quoi que ce soit à voir avec le terrorisme. Mais ça, je pense que les politiques ne sont absolument pas dupes de ça. Mais ce type d'événement va leur permettre en tout cas de promulguer un certain nombre de lois. Et puis si nous, on ne réagit pas, parce qu'encore une fois, les politiques sont élus pour le peuple, par le peuple, et on a aussi des possibilités de réagir, de s'insurger, de descendre dans la rue. Mais si ça n'intéresse personne, les politiques feront ce qu'ils veulent de nous. Alors vous, votre arme, c'est le stylo ou le clavier, je ne sais pas, sans doute le stylo. On voit souvent avec un petit carnet comme celui-là sur scène. C'est aussi l'éducation populaire. Vous écrivez quelque part, vous nous invitez à nous réapproprier l'espace public et à repenser les principes de l'éducation populaire. Expliquez-nous ce que vous voulez dire par là. Je pense que chaque citoyen doit être une braise pour la démocratie, en fait. Voilà. Et on fait tous de la politique au sens grec du terme, pour l'organisation de la cité. Moi, modestement, dans mon quartier, et on est plusieurs à faire ça, à être bénévoles, à essayer de faire que les gens vivent ensemble, vivent bien ensemble. Et la politique, elle commence là. Elle commence là sans être politicienne. La politique commence là et je pense que chacun de nous a ce devoir-là. Et quand je dis se réapproprier l'espace public, c'est vraiment ça. Moi, quand j'ai proposé les ateliers dont on a parlé un petit peu tout à l'heure au lendemain des attentats, c'est parce que j'avais des jeunes qui sont venus me voir en me demandant comment ils pouvaient s'exprimer si on les excluait parce qu'ils avaient osé émettre une opinion. En disant je ne suis pas Charlie. Voilà, en disant je ne suis pas Charlie, et en rajoutant, si on leur avait laissé le temps, en rajoutant je suis pédé de ce qui est arrivé, ça n'aurait jamais dû arriver, et je condamne fermement ce qui s'est passé. Sauf que le prof qui les avait exclus n'était pas allé jusqu'au bout de cette phrase-là. Il s'est arrêté au je ne suis pas Charlie, voilà, tu vas dehors. Et donc, un élève, deux élèves, et on a démarré ce type d'atelier-là. Je l'ai fait, je n'ai pas de mandat pour le faire, mais je le fais en tant que citoyen. Je ne le fais pas en tant qu'artiste, je le fais en tant que citoyen. Si dans une discussion, je peux apporter à des jeunes gens un espace, en tout cas, de réflexion, qui leur permettent d'aller vers eux-mêmes et d'aller vers les autres, je le fais en tant que citoyen. C'est plus l'artiste, c'est plus le poète, c'est plus le slammer, mais c'est le citoyen que je suis. Citoyen lillois depuis 20 ans, on l'a dit tout à l'heure. Ça réagit autour de vous dans le monde adulte? Oui, ça réagit, puisque le prof en question, d'ailleurs, on a eu un nom, enfin, on a pu échanger, et il m'a dit effectivement, sous l'émotion, il a réagi de manière un peu, comment il a dit ça, pour reprendre ses mots, de manière un peu extrême. Mais c'était sous le coup de l'émotion, et parce que finalement les adultes aussi étaient désemparés face à ce qui s'est passé. Et là, lui, il l'a reconnu et il s'est excusé auprès de l'élève. Ce que j'ai trouvé grand de sa part, parce qu'on est très peu d'adultes à reconnaître nos erreurs devant les plus jeunes. Et moi, j'ai trouvé important
que dans sa démarche d'éducateur, qu'il aille vers cet élève et qu'il lui dise voilà, je suis désolé pour la dernière fois. Maintenant, effectivement, dans la classe, je ne peux pas me permettre d'avoir une dizaine d'élèves qui se lèvent en disant je ne suis pas Charlie et j'ai eu peur que ça dégénère. Mais il y a eu un temps d'échange, d'explication et la classe est repartie après ça. Donc voilà, et ça, c'est pas du tout un fait d'art, c'est un fait citoyen uniquement. Et quand je dis voilà, qu'effectivement on doit se réapproprier l'espace public, le monde nous concerne, la société dans laquelle on vit est régie par des règles, mais qui nous impliquent tous, qui nous incombent à tous. On a des droits, des devoirs, et je trouve que c'est important que chacun d'entre nous fasse sa part. Un peu comme si on faisait un peu chacun sa part du colibri de Rabi, en fait. Voilà. Alors, avant d'aborder votre rapport à l'Afrique, votre retour aux sources, il y a un autre fait d'actualité qui est immuable, qui empire même. On a encore parlé, je crois que c'était hier, de ce qui se passe à Calais, à Sangatte. Un homme vient de mourir, je crois, en essayant de passer. Comment est-ce que la poésie vous permet aussi de faire prendre conscience et de vous battre pour expliquer qui sont ces personnes qui quittent leur pays d'origine pour venir dans... On dit qu'ils croient que c'est un pays de cocaïne. Je ne suis pas sûr qu'ils le croient réellement, mais en tout cas pour changer de vie, tout simplement, et que l'on rejette comme on les rejette. Oui, la poésie, mais et au-delà de la poésie, ce que j'appelle la citoyenneté active, c'est qu'est-ce qu'on fait Il y a un texte d'ailleurs qui est dans le livre, oui, dont le titre est Poète sans papier, oui, qui parle un peu de ça, un peu beaucoup même. Il y a un autre texte, La France est le pays des droits de l'homme, que j'ai écrit aussi avec l'ambition de montrer du doigt ces êtres humains, parce que souvent on dit les migrants et on oublie que derrière cette expression-là, c'est des hommes, des femmes, des enfants qui quittent un pays pour une vie meilleure. Alors je pense, et je suis assez d'accord avec vous, il n'y en a pas beaucoup, ou il n'y en a plus en tout cas qui croient au jardin d'Éden ici, mais ils viennent quand même pour une vie meilleure. Donc ça dit quelque chose de la tragédie dans laquelle ils sont. Et la poésie permet d'en parler, de sensibiliser encore une fois le jeune public, et puis le public qui vient voir le collectif dans les spectacles qu'on monte. Mais au-delà de ça, on a décidé aussi d'agir et d'aller dans les camps de migrants et aller à la rencontre d'hommes et de femmes. On l'a fait il n'y a pas très longtemps à Paris, et aujourd'hui on s'est rendu compte avec des associations, enfin grâce aux associations qui travaillent sur le terrain et qui sont présentes tout le temps, que ces personnes-là ont besoin de culture aussi, pour supporter l'insupportable. Et donc voilà, modestement on y va, mais encore une fois avec des casquettes de citoyens. Pas en tant qu'artiste, on ne va pas faire de concert, on ne va pas faire de slam, mais on va donner des cours de français, on va lire des textes, faire des contes, et on est nombreux à le faire. Et ce n'est pas du tout des artistes qui s'engagent là, c'est juste des citoyens qui s'engagent. Et moi, d'autant plus que je suis camerounais et que ces trajectoires-là, je la connais, et même si moi, ma trajectoire, mon voyage s'est fait dans un confort certain, comparé à d'autres voyages, je me dis toujours que j'aurais pu être à leur place en fait. Voilà, quand on est d'origine africaine ou africain, vivant en France, on a tous dans la famille des gens qui ont vécu ça. La galère pour les papiers, et quand on a des papiers, la galère pour les stages, pour du boulot. Enfin voilà, donc ça, c'est des choses qui ne me sont absolument pas étrangères. Et voilà, donc on fait ce qu'on peut pour porter grâce à la poésie. Et finalement, la poésie, c'est d'abord la relation. Au-delà de l'esthétique, c'est d'abord la relation, la qualité de la relation qu'on peut avoir les uns avec les autres. Et grâce à cette poésie-là, essayer, en tout cas modestement, d'apporter notre petite pierre à l'édifice de quelque chose de plus grand que nous. Mais c'est surtout aux associations qui sont sur le terrain qu'il faut tirer un chapeau. Moi, j'ai vu des gens remarquables, des gens incroyables, j'ai vu des gens accueillir chez eux
des hommes et des femmes, j'ai vu mais vraiment enfin, tellement d'actions émouvantes. C'est parfois étonnant d'ailleurs, ce sont des gens qu'on ne soupçonne pas. Oui, exactement. Des étudiants, des retraités, et c'est surtout ces personnes-là qui sont à honorer, en fait, si je peux employer ce mot-là, pour la qualité de la relation, de l'humanité, en tout cas, qui illumine vraiment les rapports, en tout cas, qui peut y avoir entre êtres humains. Alors ce n'est pas le poème que vous évoquiez tout à l'heure, Poète sans papier, là c'est Poète vos papiers. Mes papiers, mais quel papier voulez-vous que je vous montre? Je suis libre et ma liberté est illimitée. Nul besoin de papier pour penser, rêver, oser, créer. Nul besoin de papier, car avec ou sans, tous on est, on vit comme on peut, on aime, on jouit comme on peut, et on meurt aussi quelquefois comme on peut, qu'on s'appelle Aziz, Mamadou ou Pierre. Mes papiers, mais quel papier voulez-vous que je vous montre? Je suis un poète sans papier. C'est ça, exactement. C'est mon rapport au monde. C'est mon rapport au monde. J'ai écrit ce texte il y a très longtemps et il n'y a pas un mot que je pourrais relier un jour. Ouais. Aucun. C'est ce que je pense. Je suis arrivé du Cameroun pour suivre mes études en France, pour courir aussi après ce rêve de devenir écrivain. Et ce texte, je l'ai écrit, oui, il y a plus de 15 ans, et je le dis encore aujourd'hui avec la même conviction et la même force qu'il y a 15 ans. Et je me considère effectivement comme un poète sans papier. Après, il y a un clin d'œil à Ferré aussi, avec le poète vos papiers, Ferré que j'aime beaucoup. Et il y a cette réponse, mais quel papier voulez-vous que je vous montre? Je suis un poète sans papier. Jamila Makouf, qui présente d'habitude avec moi, ne pouvait pas être là ce soir, mais elle vous aurait posé cette question-là, donc je la pose pour elle. Elle a entendu une autre écrivaine africaine, Fatou Diom, et voilà, c'était dans une émission TDI. Elle était chez TDI, voilà, on l'aime bien ici TDI. Et donc elle est sénégalaise. Oui. Elle avait, d'ailleurs, au tout début de sa carrière, elle était venue à Fest Africa, ici à Lille. Et elle disait ceci à quelqu'un, un politique néerlandais qui souhaite que l'on ferme les frontières. Elle lui disait quelque chose comme ceci. Si vous ne voulez pas de nous, si vous voulez vraiment fermer les frontières, si vous ne voulez pas que nous venions, ou si vous voulez que nous partions, alors vous partez, quittez votre pays, parce que moi, j'ai envie de rester. Alors c'est tout l'humour de Fatou Diom, mais est-ce que ça vous fait sourire apparemment? Oui, parce que je connais un peu Fatou Diom, et je connais sa personnalité et le personnage aussi. Oui, elle aime bien piquer, elle est comme ça, et cette émission, oui, on parlait de buzz tout à l'heure et de buzz médiatique. Oui, c'est vrai. Ce passage a fait pour le coup, on le voit tout le temps. On le voit tout le temps et on le voit partout. On l'a vu en Afrique. C'est devenu presque une héroïne grâce à ce passage-là. Bon, après moi, ce que j'aime, c'est le fond aussi, c'est qu'on reste sur le fond et les coups d'éclat comme celui-là, j'aime bien qu'il soit derrière. Que derrière il y ait une réflexion et qu'on aille plus loin que le coup d'éclat, parce que si on s'en tient à ça, on ne construit pas grand chose. Mais ça me fait sourire parce que oui, je la connais et que j'ai vu ce passage-là relayé. Je n'avais pas vu l'émission, mais j'ai vu le lendemain la circulation de Fatou Diom. Et après, sur le fond, oui, il y a cette question le monde est en profonde mutation et que les conservateurs, qu'ils le veuillent ou non, la mutation est là et il va falloir vivre avec ça. Parce qu'on ne pourra pas vivre sans. Alors, c'est dit différemment de Fatou Diom, mais il a raison en un sens, c'est-à-dire que, qu'on le veuille ou non, nous sommes entrés dans une autre ère, avec un métissage, un mélange des cultures. Et ceux qui sont réfractaires à ça, de toute façon, il faudra bien qu'ils trouvent une autre planète, parce que c'est impossible de faire machine arrière. Ne serait-ce que par les naissances, par les nationalités. On en parlait il n'y a pas très longtemps, de jeunes qui ont souvent dit oui, ils sont d'origine, mais non, ils ne sont pas d'origine, ils sont français, ils sont néerlandais, ils sont allemands, ils sont pas d'origine, donc on ne peut pas les renvoyer dans leur pays. Donc leur nationalité est la nationalité des pays
européens dans lesquels ils vivent. Donc il faudra vivre avec ça aussi. Donc les réfractaires au mélange, alors, devront trouver une autre planète, parce que je ne sais pas comment ils vont faire. Après, bon, alors l'histoire nous a quand même appris que l'homme est très fort pour aller loin dans l'horreur et dans le rejet de l'autre, mais en tout cas, il y a une mutation qui est tellement avancée qu'on ne pourra plus revenir en arrière. Il faudra bien qu'à un moment donné, on apprenne à rêver ensemble pour ne pas crever ensemble. Rappelons que, contrairement à ce qu'on a dit, le premier roman de Fatou Diom, c'était préférence nationale, elle réagissait déjà contre le oui, bien sûr. Voilà, ce mot d'ordre politique. Alors, revenons-en à vous, à l'Afrique, l'hospitalité et puis à la poésie. L'hospitalité est un acte poétique, en ce sens, l'Afrique est infiniment poétique. Oui, oui, c'est ma conviction profonde aussi. Après, c'est pas du tout un regard idéaliste sur mon continent, sur ma terre-mère, ouais. Mais c'est parce que je regarde l'Afrique avec mes yeux d'enfant, mais avec mes yeux d'adulte aussi, avec une conscience politique, mais avec une conscience poétique aussi qui me permet d'affirmer que cette hospitalité-là, africaine, voilà, elle reste ce que j'ai de meilleur en moi, en fait. Parlez-nous un peu de vous, justement. Comment vous êtes arrivé en France et comment vous êtes arrivé à la littérature, à la poésie? C'est votre mère qui vous a initié? Oui. Lorsque vous étiez encore au Cameroun? Oui, ma mère était prof de lettres, de français et de philo, d'ailleurs. Ouais. Et donc moi, j'ai toujours eu des livres chez moi, mes souvenirs les plus anciens. Enfin voilà, ce sont ceux-là, d'une bibliothèque couleur acajou chez moi, remplie de livres. C'est important ça? Oui, remplie de livres. Et donc j'ai toujours lu, toujours aimé lire. Quelquefois j'étais obligé de lire aussi parce que les punitions de ma mère étaient très subtiles. C'était surtout quand on avait fait des bêtises, et on en a fait quelques-unes avec mon frère et ma soeur était plus sage. Nous, on était punis, on avait un livre à lire et un résumé à faire du livre. Donc le livre, c'était le soir, il fallait le résumer le lendemain, c'est ça? C'était ça. Je n'avais pas cru, vous l'écrivez dans votre livre, mais je crois que c'était une blague. Oui, non, quand on était puni, c'était ça. Il y avait le va dans ta chambre que tous les enfants ont entendu, mais on n'allait jamais dans la chambre sans rien. On allait dans la chambre avec un livre, parce que aller dans la chambre, c'était une chose, mais on peut se recréer son monde dans sa chambre et continuer à jouer, et oublier même pourquoi on a été puni. Alors que là, y aller avec un livre, voilà, il y avait la punition qui était présente, malgré tout, même dans l'isolement, on savait qu'on était là parce qu'on avait fait une bêtise, on prenait conscience, et en plus il fallait réparer un peu la bêtise. Et donc moi j'ai lu beaucoup comme ça aussi. Et après la lecture est devenue un réel plaisir et presque comment dire ça, un oxygène. J'ai besoin de lire, j'ai eu besoin très tôt de lire, et ça c'est grâce à ma mère. Donc je suis arrivé à la littérature comme ça, par amour. D'ailleurs je le dis souvent, je suis un poète par amour. Parce que j'ai commencé à écrire aussi par amour pour ma mère. Parce que quand elle parlait des auteurs qu'elle aimait, elle avait des étoiles dans les yeux, et qu'à 15 ans je me disais, waouh, un jour j'ai envie d'écrire un texte, et que ma mère parle de moi comme ça, en disant, voilà, c'est mon fils qui a écrit ça, et qu'elle ait les mêmes étoiles dans les yeux que quand elle parlait de Camus, de Charles, de Césaire, de Damas, de Senghor et tant d'autres. Voilà. Et il y a ce livre aujourd'hui. Alors justement, le chant des possibles, un poème est ainsi intitulé, Le chant des possibles. Alors je ne sais pas si je vais vous demander de le lire complètement, mais pourquoi pas après tout. Trimballé d'utopie en utopie, noyé dans mes apories, j'ai fini par m'expulser de moi-même pour vivre debout et ne pas mourir arc-bouté, dégoûté, dérouté, dégoûté de ne pas avoir osé. Depuis, la sève de mes rêves illumine mon voyage et me revient à l'esprit obsédante cette doctrine de vie, mélodie bleue que je vous offre en refrain. Écrire juste, juste écrire. Écrire juste, juste écrire, écrire juste, juste écrire. Comme d'autres plantent des arbres, comme d'autres tentent l'impossible, comme d'autres chantent
les possibles, écrire juste, juste écrire, écrire juste, juste écrire, écrire et chanter juste, pour partager métaphores en dents de scie et poèmes à l'eau de vie. Écrire, oui, mais toujours du côté des peuples, en dedans du monde, en dehors de l'élitisme de vers et contre la belle littérature, s'il le faut. Écrire, dire et offrir ses ratures, ses blessures. Écrire, juste, juste écrire. Écrire, juste, juste écrire, c'est mettre ses mots, sa voix au service du démiurge qui détient dans ses mains magiciennes le pouvoir ultime de bouleverser le désordre du monde. Souviens-toi. Écrire, juste. Juste écrire, c'est écrire comme d'autres plantent des arbres, comme d'autres tentent l'impossible, comme d'autres chantent les possibles. Écrire, juste, juste écrire, c'est écrire comme d'autres plantent des arbres, comme d'autres tentent l'impossible, comme d'autres chantent les possibles. Écrire, juste, juste écrire, c'est écrire comme d'autres vivent, afin que l'humain rallume enfin la lumière de ce siècle obscur. Merci. Bravo. Merci. Merci. Voilà. Bon, la chance, hein. Vous avez un public restreint mais privilégié. Merci beaucoup. Avant de conclure, peut-être toujours sur la poésie, écrire de la poésie, écrivez-vous dans votre livre, c'est prendre parti, c'est avoir envie de, je n'arrive pas à me relire, mais en fait d'entrer, de participer à la marche du monde. Oui. C'est très fort aussi, ça, cette idée. On n'entend plus aussi souvent que ça. Oui, on n'entend plus pour la raison que j'ai évoquée tout à l'heure, c'est que l'enjeu de la poésie semble être devenu la poésie et plus le monde. Et moi, moi j'ai eu la chance de grandir avec des professeurs d'espérance dont la poésie avait pour enjeu le monde dans lequel ils vivaient. Césaire, René Char, Damas, Senghor, Lorca, c'est des poètes qui prenaient la parole et dont les mots étaient des armes miraculeuses pour dire le monde, pour dénoncer les injustices, pour dire aussi ce qu'on pouvait avoir de singulier derrière nos différences. Et donc voilà, ils prenaient la parole, à mon sens, pour rendre le monde plus habitable qu'il ne l'était. Et moi, j'ai grandi avec ces professeurs d'espérance-là et j'essaye de faire passer ça aussi à ma petite échelle, modestement. J'essaye de faire passer ça aussi, écrire de la poésie, oui. Et pour moi, ça a toujours été ça, prendre parti et avoir envie de participer à la marche du monde dans lequel on vit. Et dans un texte, d'ailleurs, je le dis en plaisantant à moitié, et en ce sens, je marche, même quand rien ne marche, je marche encore en direction du carrefour des cultures. Voilà, et pour moi, la poésie, c'est ça. C'est comment est-ce qu'on peut, en mettant un pas devant l'autre, provoquer des éclats de beauté et de conscience aussi d'humanité qui permettent de se regarder les uns les autres, non plus en chien de faïence, mais sans forcément s'embrasser, mais juste dire, voilà, c'est un homme, ni plus ni moins que moi. Et c'est déjà pas mal pour démarrer une relation. Je le disais tout à l'heure en début d'entretien, vous avez obtenu le prix Verlaine pour votre livre, donc pour Le Champ des possibles. C'est important? C'est important parce que le prix Verlaine est décerné par l'Académie française et ma mère était prof de français et de lettres, donc recevoir un prix décerné par cette institution, enfin ma mère est décédée aujourd'hui et quand j'ai reçu le prix, j'ai pensé à elle. Quand mon éditrice m'a appelé pour me le dire, c'est à elle que j'ai pensé, à elle et à mon père, mais j'ai pensé à ma mère qui était prof à Douala au Cameroun. Et je me suis dit que je faisais rentrer le nom de mes parents et le nom de ma mère dans cette institution-là. Et oui, c'était très fort pour moi. Et je suis très content parce que j'ai eu en 2014 le prix FEDCAN, Mémoire des pays du Sud, Mémoire de l'humanité, qui est décerné par une asso afro-caribéenne. Et je terminerai l'année 2015 avec le prix Verlaine de l'Académie française. Et j'ai l'impression que mes multiples appartenances sont là aussi. Voilà, et ces prix-là sont aussi importants l'un que l'autre. Le prix FEDCAN, qui est une asso afro-caribéenne pas très connue, le prix de l'Académie française, et je me retrouve là, je suis un Rome résistant d'outre-mer, amoureux de la langue française, et profondément, éternellement citoyen du monde africain.
Voilà, et tout est là, dans ces reconnaissances-là de différentes sphères qui font partie de mes multiples appartenances. Oui, je me retrouve totalement en fait. Et l'aventure se poursuit et j'ai la chance oui, de recevoir ce prix en décembre et de m'envoler pour Haïti quelques jours après pour animer des ateliers d'écriture là-bas et donner des concerts voilà, chez Dany Laferrière. Qu'appelez-vous poésie? D'habitude, c'est moi qui la pose cette question. Qu'est-ce que j'appelle poésie? J'appelle poésie le bleu d'un ciel d'été ou le bleu dans ses yeux, elle que j'ai rencontrée dans un livre. J'appelle poésie le son du tambour, le souffle du vent, cette douceur dans la voix d'une mère aimante, aimée, amour. J'appelle poésie les rires des enfants martyrs dont la vie défie la violence des adultes. J'appelle poésie, Ange, Maël et Léa, mes enfants étranges, à l'innocence fragile. J'appelle poésie Capitaine Alexandre, alias Marc Alexandre, au Bombay. J'appelle poésie ce jeune homme né pour chanter les possibles et consacrer sa vie à l'écriture. J'appelle poésie ce diseur d'espérance à la parole habitée, quêteur de singulier au pluriel. C'est Sylvie Darro, notre éditrice qui écrit cela. Qui est Sylvie Darro? Qui est la cheminante? Une femme assez incroyable, rencontrée sur le chemin derrière sa maison d'édition. La cheminante, moi, m'a parlé tout de suite, le nom de la maison m'a parlé tout de suite par rapport à la marche dont on parlait il y a quelques instants. Cette idée que être un homme, c'était ça aussi, être en marche, en mouvement tout le temps, vers soi-même et vers les autres. Et j'ai rencontré Sylvie Darro, donc la directrice de La Cheminante, à Saint-Malo, le Festival étonnant voyageur de littérature. Et je l'ai rencontrée en tant que journaliste, puisque je faisais des interviews des éditeurs. Je les questionnais sur leur rapport à leur métier, à leur éditeur, vocation ou profession. Et donc elle m'a répondu, habitée, complètement habitée, en parlant des auteurs qu'elle publiait, mais avec quelque chose dans ses yeux que j'avais vu chez aucun des éditeurs que j'avais interrogés avant. Et pourtant j'étais allé uniquement voir des éditeurs indépendants, tous, pour poser cette question-là sur la vocation ou la profession d'éditeur. Et donc voilà, notre histoire a commencé comme ça, coup de foudre humain, et le principe de mes interviews quand j'ai mon chapeau de journaliste, c'est d'offrir un poème à la fin, alors à la personne qui m'accorde un peu de son temps. Donc j'offre un poème à la fin, et donc à la fin de cette interview, j'ai offert un poème à Sylvie Darro qui me dit c'est très beau, c'est de qui? Donc je lui explique que c'est de moi, et le soir elle m'a revu sur scène en première partie d'un artiste que j'aime beaucoup. Et donc voilà, on a commencé à discuter comme ça. Ah bon, vous êtes poète aussi, et oui, et là je termine un livre, mon deuxième. Ah, vous avez écrit déjà un premier livre? Oui, j'ai écrit un premier livre, le titre Afrique, Diaspora, Négritude, ADN, pour Afrique, Diaspora, Négritude. Et je suis en train d'écrire un deuxième, Le Champ des Possibles. Je pourrais peut-être vous l'envoyer. Et en fait, voilà, ça s'est fait comme ça. Et Sylvie a une maison d'édition qui est francophone et qui publie des auteurs francophones, donc, et qui rayonne sur le monde francophone aussi, puisque grâce à la maison d'édition, j'ai pu faire des missions littéraires et politiques au Liban, au Maroc. Donc c'est génial pour une maison d'édition indépendante d'avoir cette visibilité-là et une vraie reconnaissance de son travail d'éditeur en dehors de la France, alors que c'est une maison d'édition du Pays Basque, de Cibourg. Pays Basque qui est devenu aussi un peu mon pays depuis un an. D'accord. Et alors, ce faisant, ce livre ouvre aussi une collection Harlem Renaissance. Oui. J'ai l'honneur et le bonheur d'être le premier auteur de la collection Harlem Renaissance de La Cheminante. Et depuis, il y en a eu 3 autres, et la collection se porte bien, et les auteurs aussi. Et d'ailleurs, et au-delà de la collection, les auteurs de La Cheminante, oui, on a de plus en plus de visibilité. Certainement lié au prix des uns et des autres, et puis au travail remarquable que fait Sylvie sur le terrain. Voilà, c'est une belle âme et une grande dame, voilà, habitée par sa vocation d'éditrice. Elle méritait qu'on le dise, d'autant plus que le texte qu'elle écrit sur vous est vraiment sublime. Que voulais-je dire d'autre? C'est un livre classique en apparence, mais pas seulement. On peut aussi le trouver sous une autre forme? Oui, c'est un livre de live. L'idée était de proposer aux lecteurs d'entendre les textes aussi, de les voir aussi,
donc de les inviter dans d'autres univers multimédia. Je suis un peu touche à tout et donc j'aime cette idée de balader, de promener le lecteur dans tous les mondes auxquels je touche, les univers auxquels je touche. Donc on peut lire le livre, on peut entendre la BO, parce que je suis allé en studio comme si je faisais un album pour enregistrer la BO de mon livre avec des musiciens. Donc c'était un pari, c'était un délire artistique au départ, et Sylvie Darro m'a suivi dans ce délire-là. Donc on a pu enregistrer en studio comme si on faisait un album. Et il y a quelques clips, des courts-métrages qui sont nés aussi de rencontres avec des réalisateurs auxquels j'ai envoyé des textes en leur disant voilà, si jamais ça te touche, ça te parle, est-ce que tu veux bien mettre en image? Moi j'en ai mis en image quelques-uns, et donc tout ça, à la fin du livre, on a un QR code. Le mot n'est pas très joli, mais ça permet de rentrer dans un univers multimédia quand on a un smartphone, et quand on n'a pas de smartphone, il y a un lien internet. Il suffit avec ce lien-là, on peut accéder au contenu multimédia du livre. Donc au texte mis en musique ou déclamé a cappella, et au texte mis en image par des réalisateurs différents. Et il y avait cette idée aussi, et je pense qu'on a tous ça en commun, c'est que les livres qu'on a aimés, on y revient souvent. Moi j'ai des livres, mes livres de chevet, j'y reviens 10 ans, 3 semaines, voilà, j'y reviens. Et moi ça m'amusait de me dire que quelqu'un qui avait aimé mon livre pouvait y revenir et le trouver différent. Parce que grâce au QR code, en revenant vers le livre... Je ne sais pas si on peut le voir. Voilà. En revenant au livre, on peut découvrir de nouvelles choses, parce que j'ai démarré un tour de France poétique et finalement qui est devenu un tour du monde poétique aussi, puisqu'il m'a conduit au Liban, je l'ai dit, au Maroc, en Sénégal, Cameroun, Cuba, et là je vais repartir à la rentrée en Suisse et en Espagne. Enfin voilà, je continue mon tour du monde poétique pour chanter les possibles, et toutes les scènes que je fais, le lecteur peut m'accompagner, peut les suivre en revenant au livre, en fait, grâce à ce système de multimédia. Le numérique nous permet ça, donc on s'est dit pourquoi s'en priver, et c'est aussi une autre façon de garder la relation avec un auteur et avec son travail. Et alors on croit que c'est fini, mais ça n'est jamais fini, parce qu'après, vous invitez le lecteur à compléter les pages blanches que vous laissez à la fin avec des titres quand même, en tout cas des mots encore. Aimer, rêver, vivre, cheminer. Tiens donc, bah oui. Oui, c'est ça. Il y a une invitation à lâcher prose à la fin, voilà. Le champ des possibles. Merci, capitaine Alexandre. Merci beaucoup. Philippe, j'ai une petite question pour vous, Marc. Oui. Vous êtes un écrivain consacré en France. Vous venez d'avoir le prix Boisvert. Comment êtes-vous perçu en Afrique, et particulièrement au Cameroun? Ben, j'ai le grand bonheur de jamais avoir rompu avec l'Afrique, et donc quand j'arrive au Cameroun, j'y suis allé j'y vais tous les ans depuis 4 ans pour un festival dont je suis le parrain, qui s'appelle Quartier Sud, et qui est un festival qui célèbre l'oralité traditionnelle et contemporaine, donc qui permet aux conteurs, aux griots, aux rappeurs, aux slameurs de se retrouver dans le même espace le temps d'un festival, avec des musiciens traditionnels ou des musiciens qui sont plus jazz ou hip-hop même, et on se retrouve tous pour finalement partager la parole. Et quand j'y vais, à chaque fois, j'ai toujours le bonheur d'être accueilli comme un fils de là-bas, parce que j'ai jamais cessé d'être un fils de là-bas. Et je parlais de mes parents tout à l'heure. Ma mère, qui était prof de français, quand je suis allé au Cameroun, chaque fois que je vais au Cameroun, je retrouve des élèves, ces anciens élèves, qui viennent me voir en me disant « Vous êtes le fils de Madame Obambé ?» Quand je leur réponds « Oui », ils me disent « Votre mère était incroyable ». Donc voilà, j'ai la chance en tout cas. Encore une fois, là je peux parler des gens, je ne parle pas de nos gouvernements ou des institutions chez nous, mais des associations culturelles. J'ai un lien très fort au Cameroun et au Sénégal. Je forme des jeunes dans des ateliers d'écriture. Je les aide aussi à se professionnaliser un petit peu, parce que j'ai la chance de vivre dans un endroit où j'ai pu avoir accès à ça, donc j'essaye de continuer à être passeur modestement de quelque chose, et de les aider à se professionnaliser, à partir du rêve et à aller vers la façon dont on pourrait transformer le rêve en réalité, même quand on n'a pas de moyens. C'est-à-dire que moi je suis dans une maison d'édition indépendante, je n'ai pas d'agent, je n'ai pas de manager,
Je fais le tour du monde seulement grâce à mon travail et à mon abnégation et à des gens qui m'accueillent, qui ont envie de m'inviter à rencontrer leurs élèves ou à rencontrer des publics différents chez eux. Voilà, tout ça sans... Et je leur dis ça quand ils me disent « oui, mais tu dois avoir un agent », je dis « non, j'ai pas d'agent, j'ai pas de manager ». Et ça fait 10 ans, l'année prochaine, je fête les 10 ans du collectif On a slamé sur la Lune. Et ça fait 10 ans, on a toujours gardé cette liberté-là parce qu'on avait envie oui, simplement de rester les adolescents un peu incandescents qu'on était quand on a commencé à rêver d'art et d'air libre. Très bien. Ne coupe pas tout de suite la caméra parce que je voudrais quand même préciser que nous ne sommes pas n'importe où ici. Nous sommes dans les bureaux de Liberté Hebdo, c'est un journal qui se bat et qui essaye aussi un peu dans cette perspective de donner la parole aux autres. Je ne sais pas si ce sont des poètes, les gens qui font Liberté Hebdo, je ne crois pas. Mais ce sont des journalistes qui essayent d'aller à la rencontre des gens, de les écouter, de leur donner la parole. Malheureusement, le journal a beaucoup de difficultés en ce moment. L'avenir n'est pas rose, il n'est pas tout noir non plus. Ça va, il n'y a pas de raison d'être complètement pessimiste et je voulais vraiment finir là-dessus. Marc-Alexandre, vous êtes un pessimiste ou vous êtes un optimiste quand vous voyez la marche du monde aujourd'hui? Après moi, je suis afro-optimiste. Afro-optimiste. Je suis afro-optimiste. La marche du monde, je me dis toujours que il nous restera toujours les mots pour reprendre, les mots et les actes d'ailleurs, pour reprendre le monde que l'on voudrait nous confisquer. Je crois à ça très fort et c'est une part de mon engagement. Après, c'est aussi un héritage de mon père qui était afro-optimiste aussi. Et donc voilà, en tant que fils à l'écoute de chaque membre de sa famille qui a été un phare dans sa vie, je suis afro-optimiste. J'ai pas envie de baisser les bras et je ne baisserai jamais les bras, ne serait-ce que parce que j'ai des enfants. Alors le jour où je serai pessimiste, ce sera, ce jour-là n'arrivera pas parce que tant que j'aurai un souffle de vie, je me battrai. Parce que j'ai 3 enfants et que j'ai pas envie de baisser les bras, simplement. L'optimisme est toujours de rigueur, ce qui n'empêche absolument pas de regarder le monde tel qu'il est. Ça me fait penser à Césaire qui disait « je suis du côté de l'espérance, mais une espérance conquise hors de toute naïveté ». Un grand merci. Merci beaucoup, Philippe.